Le projet européen Rumble s'inscrit dans le cadre d'une collaboration internationale avec l'OSCI qui vise à déterminer une réglementation sur le banc des avions supersoniques. Donc, plusieurs sociétés ont annoncé des projets de développement d'avions supersoniques civils. Un des problèmes majeurs pour ce type d'avion est la nuisance sonore. Lorsqu'un avion se déplace à vitesse supersonique, il crée des ondes de choc qui se propagent jusqu'au sol. Alors c'est un bruit absolument spécifique aux avions supersoniques qui n'existe pas pour les avions subsoniques de ligne. Ce bruit est sans danger pour les populations, mais il peut être assez gênant, peut faire sursauter les personnes, les déranger pendant leurs activités ou produire des vibrations, par exemple des portes et des fenêtres. De grands progrès ont été réalisés depuis l'époque de Concorde pour diminuer le bang sonique. Mais définir ce que serait un bang faible acceptable par les populations reste encore une question difficile à répondre, en particulier parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'avions qui permettent de faire des tests en grandeur nature. Un démonstrateur est prévu par la NASA mais ne devrait pas voler pour des essais grandeur nature avant 2024 plus tôt. Pour progresser dans la connaissance du phénomène et aussi pour préparer ces futurs essais, on étudie le phénomène avec un simulateur qui va reproduire de manière artificielle sans avion le bruit produit. Donc c'est le simulateur qui est derrière moi. Comme nous vivons la plupart du temps à l'intérieur, soit pour le travail, soit pour la vie privée, le projet est ciblé sur le bang perçu à l'intérieur des habitations. Ce simulateur a donc été conçu pour reproduire le plus fidèlement possible le bang des futurs avions à l'intérieur, celui que les gens entendront peut-être dans une dizaine d'années lorsque des avions supersoniques civils voleront réellement. Les bangs soniques sont des bruits brefs, large bande et composés d'importantes infrasons. Le premier challenge était de réaliser un système audio capable de générer une puissance suffisante en basse fréquence. Des calculs électroacoustiques ont permis d'estimer le besoin matériel et de concevoir ce système audio sur mesure. Le second challenge était de reproduire les sons avec la plus grande précision. Des méthodes de traitement du signal ont donc été employées afin d'optimiser la fidélité du système et ainsi reproduire les sons parfaitement. Il est placé devant la fenêtre afin de simuler un bang sonique venant de l'extérieur. Les murs étant très épais, cela correspondrait à une situation réelle où les sons extérieurs ne passent que par la fenêtre. Donc dans ce projet, nous voulons nous intéresser à l'influence du boom supersonique réduit sur les humains. Une chose qui est très importante dans ce genre d'expérience, c'est de reproduire une certaine validité écologique, c'est-à-dire d'être dans des conditions naturelles et non pas artificielles de laboratoire. Voilà, il y a déjà eu plusieurs études qui ont été faites sur l'influence sur les humains, mais c'est vrai qu'elles ont quand même été la plupart faites dans des cabines insonoriser comme à la NASA ou à la JAXA. Donc là, vraiment, on a voulu se mettre dans une situation, on va dire, réelle, naturelle. Et donc, on est dans une maison d'habitation, une vieille maison avec un beau parquet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le boom, ou bang aussi, on peut l'appeler, n'est pas qu'un problème de bruit sonore, hein, mais aussi du bruit vibratoire. Donc, ça met en vibration les murs, les portes. Et donc, on a décidé de faire l'expérience dans 2 lieux. Le salon ici, hein, où on entend surtout le bruit, avec un petit peu de vibration de la porte, et aussi la cuisine, parce que dans la cuisine, il y a une porte vitrée qui donne sur le jardin et qui vibre très fort. Et donc ça nous permet d'avoir un endroit où on est plutôt une influence de bruit, on va dire, sonore, et un autre endroit où on a combinaison de sonore et vibratoire. Une autre chose qui est importante de mentionner, c'est que pour cette validité écologique, j'étais très sensible au côté lumière. C'était important pour nous d'avoir une fenêtre et pas une pièce aveugle. Et donc, il y a aussi le savoir où placer tous ces haut-parleurs pour faire le simulateur. Et donc, on a décidé de mettre les haut-parleurs dans les 2 petites pièces qui sont avoisinantes, d'autant plus qu'à l'origine, il devait aussi y avoir une étude de nuit sur le sommeil. Et donc, c'était bien d'avoir les haut-parleurs dans les chambres pour avoir du son fort dans les chambres. Et donc, ce qu'on a fait après au niveau des signaux, ce que Léo a calculé avec son optimisation, c'est finalement de dire que ces 2 portes qui donnent sur les petites pièces, c'est finalement des fenêtres virtuelles. Et donc, c'est comme si le son
venaient par ces fenêtres ouvertes, donc ouvertes sur l'extérieur, ouvertes sur le bang qui serait produit par un avion qui passe. Voilà. Donc ça nous permettait de garder finalement les ouvertures lumineuses et de reproduire un bang qui arrive par une fenêtre ouverte. Donc ça c'est pour on va dire l'environnement. Et puis après, il y a aussi la validité écologique, elle est aussi importante en termes de contexte, de tâches. Qu'est-ce qu'on demande aux participants de faire? Voilà, c'est très différent, je pense, pour un participant, juste d'être assis, de dire « oui, ça me gêne », ou alors au contraire d'être impliqué dans une tâche. Et donc pour les tâches, on a aussi cherché des tâches qui mettent en jeu des compétences qui pourraient être mises en jeu dans la vie de tous les jours, suivant la profession qu'on fait. Donc on aurait adoré avec Frédéric les faire jouer au docteur Maboul qui demande beaucoup de précision, qui est un peu fun et puis qui effectivement on peut imaginer que si on tressaute c'est un problème, on perd au jeu, mais le problème c'est que c'est difficile de standardiser d'un participant à l'autre et donc on a dû trouver des tâches qui étaient quand même standardisées dans la littérature, qui ont été utilisées pour d'autres études, qui permettent de mesurer des choses comme le taux d'erreur ou un temps de réponse, mais qui quand même font appel à des compétences qu'on peut utiliser, on va dire, dans la vie de tous les jours, suivant évidemment le travail, la profession qu'on a. Donc on a une tâche de motricité, donc pour imaginer pour des gens qui travaillent manuellement sur des choses assez fines. On a une tâche de mémoire, on a une tâche de communication. Alors évidemment, vous verrez, la tâche de communication, c'est assez légère, hein, c'est de trouver des erreurs dans une image. Donc là, effectivement, c'est un problème de communication dû au boom, c'est pas forcément un problème, mais on peut imaginer que dans certaines professions de communication, si la communication est rompue, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et puis aussi, il y a des temps de repos, parce qu'on sait aussi que l'importance du repos et souvent l'effet du bruit désagréable pendant les temps de repos. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est des questionnaires. Alors maintenant que tu as fait cette petite tâche, j'ai quelques questions à te poser. Donc les premières concernent la tâche. Est-ce que tu as eu besoin de te concentrer très fort? Est-ce que tu as eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire la tâche? Ensuite, il y a des questions sur les booms que tu as entendus pendant la tâche. C'est pour savoir s'ils t'ont gêné, s'ils étaient désagréables, s'ils étaient forts, s'ils étaient faciles à ignorer. Et ensuite, il y aura les mêmes questions que pour les booms, mais cette fois-ci pour les vibrations de la fenêtre, des portes, qu'on appelle le rattle. D'accord. Donc là, tu complètes de 0, pas du tout, à 10, extrêmement. C'est intéressant de mesurer, on va dire de quantifier de manière très objective le temps de réponse, le taux d'erreur et tout ça, mais il y a aussi tout l'aspect ressenti des participants qui est important. Et donc après chaque tâche et aussi après le repos, que je considère quelque part comme une tâche aussi, ils avaient des questionnaires sur est-ce qu'ils ont été gênés, ils ont trouvé ça désagréable, voilà, pour essayer de comprendre aussi leur ressenti, parce qu'on sait aussi que les humains sont quand même très adaptables et que s'il y a du bruit, ils peuvent finalement se concentrer davantage et toujours arriver à faire la tâche. Donc peut-être qu'on ne verra pas d'effet en termes de performance, mais par contre, ils ont quand même été gênés. Et en fait, ils ont compensé en y mettant un peu plus de concentration. On le verra peut-être sur le temps de réponse, parce qu'on a beau se concentrer plus, on peut être un peu plus lent, mais on pourra le voir aussi avec les questionnaires. Est-ce que, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pu compenser, donc on verra rien en termes de performance, mais on verra une fatigue, un énervement, ou ils nous diront que ça leur a demandé plus d'efforts. Une des tâches que nous voulions faire, c'est une tâche de communication, pour voir si les booms gênent la communication entre deux personnes. Alors en bas à gauche, j'ai un panneau blanc. Il y a marqué météo des plages soleil. Non, moi j'ai météo des plages pluie. Ah, donc ça c'est la première différence. Donc nous avions deux participants qui regardaient chacun une version un peu différente d'une même image. Il y avait 12 différences entre les deux versions de leurs images et ils avaient 5 minutes pour se décrire mutuellement leur image et identifier verbalement les différentes différences. À côté, il y a une table avec des chaises. Il y en a une qui est bleu ciel uni, l'autre qui est bleue et blanche. Ouais. Et puis un parasol bleu foncé et blanc. J'ai la même chose. L'expérimentateur enregistrait la conversation afin de voir si les booms entraînaient une adaptation de leurs paroles, comme par exemple une pause ou un participant qui élève la voix ou alors qui demande de répéter parce qu'il n'a pas entendu à cause du boom.
Nous voulions aussi évaluer ce qu'on appelle l'évaluation automatique. L'évaluation automatique, c'est très simple. Par exemple, quand vous entendez le crissement d'une craie sur un tableau, votre cerveau catégorise ce son comme étant désagréable, extrêmement désagréable. Et ce, automatiquement, sans effort de votre part, ce n'est même pas conscient. Nous voulions voir si les booms supersoniques réduits seraient catégorisés désagréables de la même manière, automatiquement. Nous avons aussi une tâche de mémoire. Nous avons voulu tester si les booms interfèrent avec la mémoire de travail. Donc nous avons utilisé des cartes à jouer. Des cartes à jouer défilaient à l'écran. Les participants devaient les mémoriser et surtout ils devaient les garder en mémoire parce que pour chaque carte affichée à l'écran, ils devaient être capables de juger s'ils avaient déjà vu cette carte-là, non pas juste avant, mais 2 cartes avant. Donc il y avait un gros travail de maintien en mémoire à faire et évidemment c'était intéressant de voir si le boom allait gêner, perturber, leur faire perdre le fil. Nous avons voulu aussi tester l'effet des booms sur le contrôle moteur des participants. Ils ont fait une tâche de dessin. Ils devaient dessiner des spirales sur une tablette graphique. 6 spirales en 25 secondes, c'est très rapide, c'était voulu. Ils devaient dessiner le plus rapidement possible, mais aussi le plus correctement possible. Ils devaient essayer de maintenir un tracé régulier, faire de jolies spirales. Et nous voulions voir si les booms allaient provoquer des irrégularités dans leur dessin, s'ils allaient perdre un petit peu de leur contrôle moteur. Nous avons voulu tester l'effet des booms sur la gêne et sur les performances pendant les activités inspirées du quotidien. Et pour cela, nous avons comparé les performances des participants dans des conditions où il y avait des booms, où il n'y en avait pas. Et nous avons aussi comparé ces performances quand les participants faisaient leurs tâches dans le salon ou dans la cuisine. Parce que les booms sonnent différemment suivant la pièce où on se trouve. Il y a aussi un niveau différent de vibration, ce qu'on appelle le rattle.